n'imaginez pas comment un simple ventilateur a détruit mon mariage. Non, sérieusement, j'essayais juste de réinitialiser les paramètres quand je suis tombé sur un message sur le téléphone de ma femme. Cette phrase a brisé 17 ans de confiance. Ce qui a suivi, c'est une série d'applications secrètes, des milliers de messages compromettants, une trahison que je n'aurais jamais soupçonnée, et la semaine la plus surréaliste de ma vie, une semaine que j'ai planifiée comme une opération militaire. Vous voulez des rebondissements inattendus? J'en ai vécu. Et maintenant, je vais tout vous raconter, du premier jour au dernier. Un purificateur d'air Dyson, le modèle haut de gamme qu'Elodie avait absolument voulu acheter pour un air plus sain et un meilleur sommeil. Je n'avais pas protesté. Je ne suis pas un as de la technologie, mais je m'occupe de l'entretien à la maison. Je change les filtres, vérifie les fusibles, répare les éviers, ce genre de choses. Rien d'extraordinaire, juste des tâches d'un mec ordinaire. Ce soir-là, je remplaçais le filtre du Dyson, et l'application n'arrêtait pas de m'envoyer une notification, remplacer le filtre, même après l'avoir changé. Il fallait le réinitialiser via l'application. Le problème, c'est que mon téléphone chargeait en bas, et j'étais à mi-chemin de ranger quand je m'en suis souvenu. Elodie se brossait les cheveux de l'autre côté de la pièce, et je me suis dit, pas grave, je vais utiliser son téléphone. On était mariés depuis 17 ans, et même si les choses n'étaient pas parfaites ces derniers temps, on partageait tout. Du moins, c'est ce que je croyais. Je lui ai demandé, Hello, je peux emprunter ton téléphone une seconde? J'ai besoin de l'appli du ventilateur. Elle a levé les yeux dans le miroir, s'est arrêtée, et je le jure, juste une fraction de seconde, son visage a changé. Un éclair. Comme si quelqu'un avait allumé et éteint une lumière trop vite. Puis elle a souri, ce sourire un peu forcé que je ne l'avais vu utiliser qu'aux réceptions professionnelles, et m'a tendu son téléphone sans rien dire. C'est là que j'ai senti un premier nœud dans mon estomac. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait, mais vous savez comment l'esprit essaie de tout normaliser. On trouve des excuses. Peut-être qu'elle était juste fatiguée. Peut-être qu'elle faisait quelque chose de personnel. J'ai balayé l'idée et déverrouillé son téléphone. Et là, ça devient bizarre. Je n'ai pas trouvé l'application tout de suite, son écran d'accueil est un vrai bazar, comme celui d'une ado, alors j'ai fait défiler pour chercher. Et c'est là que c'est arrivé. Une notification est apparue en haut de l'écran. Signal. Je ne savais même pas qu'elle utilisait Signal. Le message était là, en texte brut. Antoine, j'apporte le jouet. C'est tout. 8 mots. Mais j'ai eu l'impression qu'on m'avait frappé en plein ventre. Mes doigts se sont figés. Ma bouche s'est asséchée. Et en une seconde, toute ma routine, chaque course au marché, chaque dîner à table, chaque playlist de road trip qu'on avait faite m'a semblé soudain irréelle. Je me suis assis sur le bord du lit, tenant toujours son téléphone, fixant ce filtre Dyson comme s'il allait me sauver. Elodie était toujours de l'autre côté, fredonnant, coupant un fil qui dépassait de sa manche comme si de rien n'était. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas respiré. Tout ce à quoi je pensais, c'était, qui est cet Antoine? Quel jouet? Pourquoi y a-t-il un emoji cœur à côté de son nom? Mes mains tremblaient un peu, mais j'ai réussi à taper sur l'écran juste à temps pour voir la notification disparaître engloutie comme si elle n'avait jamais existé. Mais je l'avais vue. J'en étais sûr. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas lui demander sur le moment, je n'en avais pas assez vu. Pour ce que j'en savais, c'était peut-être une blague. Peut-être rien. Mais mon instinct savait. Mon instinct savait ce que mon cerveau refusait d'admettre. On avait eu quelques semaines un peu tendues récemment. Rien de dramatique. Juste, une distance étrange. Elle se couchait plus tôt. Ou plus tard. Elle ne parlait plus comme avant. On avait l'habitude de s'asseoir sur le canapé le soir et de discuter de choses banales, ce qu'on ferait si on gagnait au loto, ou on voyagerait, ce que pensaient les chiens. Mais récemment, je n'avais droit qu'au silence ou à cette voix fatiguée, plate. Je pensais que c'était le stress du boulot. Elle est assistante juridique, et son cabinet la pressait avec des délais serrés. Mais maintenant, j'avais ça. Je lui ai rendu son téléphone et j'ai dit quelque chose, je ne me souviens même pas quoi, probablement un demi-mensonge sur le fait de ne pas avoir trouvé l'application. Elle a à peine levé les yeux. C'est pas grave, a-t-elle dit. Je le ferai plus tard. Je suis sorti de la chambre, j'ai marché dans le couloir, et je me suis planté dans la cuisine, les mains sur le plan de travail,
respirant lentement, essayant de ne pas vomir. C'est incroyable à quelle vitesse votre vie peut se scinder en deux. Un instant, vous changez un filtre de ventilateur. L'instant d'après, vous réalisez que vous ne connaissez pas vraiment la personne qui dort à côté de vous. C'était la nuit où tout a changé. Et ça a commencé avec un ventilateur. Je suis resté allongé à côté d'Élodie, les yeux grands ouverts, fixant le plafond comme s'il allait me dire quoi faire. Elle était là, calme comme toujours, comme si rien ne s'était passé. Je l'entendais respirer lentement, régulièrement. À un moment, elle s'est tournée et a posé son bras sur ma poitrine. Je suis resté immobile comme une pierre, faisant semblant de dormir. À l'intérieur, je m'effondrais. Vers 3 heures du matin, je n'en pouvais plus. Je me suis glissé hors du lit en silence, j'ai attrapé un sweat, et je suis allé dans le salon. Je n'ai pas allumé la lumière. Je suis juste resté assis dans le noir un moment. Je n'arrêtais pas de penser, et si je me trompais? Et si ce message voulait dire autre chose? Mais je savais. Je savais exactement ce que ça signifiait. C'est là que je me suis souvenu de son ordinateur portable sur le plan de travail de la cuisine. Elle l'avait utilisé plutôt pour checker ses emails et regarder des soldes pour des tapis d'extérieur. Je l'ai pris et ouvert. Il n'était pas protégé par un mot de passe. J'ai commencé par vérifier son compte Instagram, vu qu'elle y était plus tôt. Elle était encore connectée. Pas grand-chose là-dedans, surtout des posts sur des recettes, des trucs banals, des mèmes, tag ton meilleur ami. Rien d'évident. Mais un détail m'a sauté aux yeux. Dans ses demandes de messages, un nom que je ne connaissais pas, Antoine Dubois. J'ai cliqué. Ça a ouvert les vannes. Même s'il n'avait pas beaucoup discuté là-dedans, le ton était déjà trop amical. Flirteur. Des blagues internes. Des clins d'œil. Ce n'était pas un vieux pote ou un cousin éloigné. J'ai su que ce type était réel, et récent. À partir de là, j'ai commencé à assembler les pièces. Je me suis souvenu qu'Élodie s'était connectée à Oise avant notre dernier road trip pour nous guider. Elle ne s'était jamais déconnectée. Je l'ai ouvert. L'historique de localisation de son téléphone était toujours synchronisé. J'ai parcouru les dernières semaines. Bureau, salle de sport, carrefour. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose d'étrange. Elle allait dans un café de l'autre côté de Bordeaux 3 fois par semaine, loin de son trajet habituel. Parfois, elle y restait 1 heure. Une fois, 2. Elle n'en avait jamais parlé. Puis ça m'a frappé. Notre compte WhatsApp. On l'utilisait depuis des années pour rester en contact quand elle voyageait. Comme il se synchronise sur tous les appareils, j'ai décidé de vérifier. Je me suis connecté avec son numéro. Il y avait plus de 15 000 messages. J'ai fixé le chiffre, pensant que c'était une erreur. Ce n'en était pas une. Elle est Antoine. Ce nom, encore. J'ai ouvert la conversation. Mes mains tremblaient. Le dernier message avait été envoyé plus tôt dans la soirée, pendant qu'on regardait un film. Elle s'était excusée pour aller aux toilettes. C'est laquelle l'avait envoyé. Les messages étaient accablants. Je n'ai même pas eu à beaucoup défiler. Ils s'appelaient par des petits noms. Partageaient des mèmes. Des blagues internes. Des photos. Des choses que je ne l'avais jamais vu dire à personne, encore moins à moi. Il y avait même des vidéos. De courtes vidéos, floues et sans son, mais l'intention était claire. Elle ne m'envoyait jamais ce genre de choses, même quand on venait de se marier. Elle plaisantait sur moi dans les discussions. Disait que j'étais trop collant. Que je posais trop de questions. Que j'étais trop gentil pour mon propre bien. Elle lui disait que je ne remarquais pas quand elle changeait de coiffure ou perdait du poids. Que je n'étais pas aventureux. Antoine m'appelait le comptable, ennuyeux, fiable, prévisible. Il plaisantait en disant qu'il devrait m'envoyer une carte de remerciement pour garder Élodie au chaud la nuit pendant qu'il la divertissait le jour. J'ai senti un nœud dans mon estomac si serré que j'ai cru que j'allais vomir. Ce qui m'a vraiment frappé, c'était à quel point tout ça semblait banal. Comme s'ils ne cachaient rien. Comme s'ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Antoine lui envoyait des messages pendant qu'il était avec ses enfants, avec leur siège auto en arrière-plan. Élodie répondait depuis notre chambre. Une fois, j'ai vu un message horodaté pendant que je faisais griller des merguez sur la terrasse. Elle lui écrivait à travers la porte vitrée derrière moi.
J'ai continué à lire. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que je pensais trouver une raison. Une explication. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était plus de la même chose. Il l'appelait « sa pétillante ». Elle disait qu'il était « une aventure folle ». Elle lui disait qu'il la faisait se sentir vivante. Qu'il la comprenait comme je ne l'avais jamais fait. Qu'il la faisait rire. Le plus drôle, c'est que je pensais la faire rire. Je pensais qu'on avait quelque chose de vrai. Pendant 17 ans, je pensais qu'on construisait quelque chose peut-être lentement, peut-être pas excitant tous les jours, mais solide. Sûr. Fiable. Il s'avère qu'elle ne voulait pas du solide. Elle voulait du chaos. J'ai fermé l'ordinateur et je suis resté assis là longtemps. J'avais l'impression de ne plus être dans mon propre corps. Comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Il n'y a pas de manuel pour ça. Pas de guide qui vous dit quoi faire quand vous découvrez que la femme avec qui vous avez construit une vie a une vie secrète dont vous n'avez jamais fait partie. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'était une chose, ce n'était pas fini. Loin de là. Je n'ai jamais été un stratège. Je ne suis pas un génie calculateur ou du genre à chercher la vengeance. Mais ce week-end-là, quelque chose a changé en moi. Je ne pouvais plus penser clairement. Mes pensées se sont organisées comme des pièces sur un échiquier. Peut-être l'adrénaline. Peut-être l'instinct de survie. Quoi que ce soit, ça m'a donné de la clarté. J'ai commencé par documenter. Je savais que je ne pouvais pas juste dire ce que j'avais trouvé. Il me fallait des preuves. Des preuves réelles, incontestables, en face. Peu importe si c'était exagéré. La première chose que j'ai faite, c'est de prendre des captures d'écran. De tout. Chaque message. Chaque emoji. Chaque photo floue. Chaque horodatage. Je me disais, si je ne sauvegarde pas ça, elle dira que ça n'a jamais existé. Ou que j'ai tout imaginé. C'était énorme. Plus de 15 000 messages. Certains étaient courts, tu me manques, appelle-moi, c'était chouette. D'autres étaient des paragraphes entiers. Blagues, histoires internes, même des plans. Une fois les captures faites, j'ai commencé à les compiler dans un PDF. Ça m'a pris presque tout le samedi. Je n'ai presque pas bougé de la table de la cuisine. J'ai bu trop de café. À un moment, j'ai réalisé que je n'avais rien mangé de la journée. Peu importe. J'étais concentré comme un laser. Quand j'ai fini, le fichier était énorme. Plus de 600 pages. Prochaine étape, l'imprimerie. C'était tôt le dimanche matin quand je suis entré chez CopyClick, avec une clé USB dans la poche et ce qui semblait être une enclume dans la poitrine. Le gars derrière le comptoir, Léo, était jeune, peut-être étudiant. Assez sympa. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une grosse impression, en couleur, recto verso, reliée en dossier. Il a regardé le fichier et a haussé un sourcil. « Waouh, c'est énorme », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Ouais. C'est important. Il n'a pas posé de questions après ça. Il m'a juste donné le total. J'ai tendu ma carte sans sourciller. Franchement, j'aurais payé le triple. Ce travail d'impression, c'était mon armure de combat. Ma vérité, sur papier. Quand je suis revenu récupérer le tout quelques heures plus tard, les pages étaient soigneusement empilées dans 3 dossiers noirs. Épais, lourds. J'ai feuilleté le premier sur le comptoir. En couleur. Texte clair. Image nette. On aurait dit une pièce à conviction pour un tribunal. Maintenant, je devais décider quoi en faire. Le voyage professionnel trimestriel d'Élodie était prévu pour le lundi. Elle partait pour une conférence, à 2 régions de là. Elle y allait tous les 3 mois, comme une horloge. Toujours dans le même hôtel. Toujours un grand cinéma pour préparer ses bagages à l'avance. Avant, ça semblait normal. Maintenant, ça ressemblait à une mise en scène. Ce soir-là, pendant qu'elle était sous la douche, je me suis connecté à son compte d'hôtel. On l'avait créé ensemble il y a des années, et elle utilisait le même login pour tout. J'ai vérifié sa réservation 4 nuits, leaking, suite à faire. J'ai modifié le profil pour ajouter mon nom comme contact d'urgence. C'était la clé. Avec mon nom enregistré, je pourrais entrer dans cet hôtel à tout moment et demander une clé de sa chambre, sans question. Mon vol était déjà réservé.
Lundi, 2 heures après son départ. J'avais un ami qui bossait pour une petite compagnie aérienne, et il m'a trouvé une bonne place à la dernière minute. Je n'ai pas pris grand-chose. Juste de quoi passer une nuit et porter le coup. Je ne prévoyais pas de la confronter en personne. Je ne me faisais pas confiance pour rester calme. Je ne savais pas si j'allais crier, m'effondrer ou juste rester planté là à la fixer. Je ne voulais pas lui donner ce pouvoir. À la place, j'ai trouvé quelque chose de plus propre. Voici le plan. Voler. Prendre une chambre dans un hôtel à proximité. Aller à l'hôtel d'Élodie après l'heure d'enregistrement, me présenter à la réception, et demander une clé en tant que contact d'urgence. Il me la donnerait sans poser de questions. Une fois dans la chambre, je laisserai les 3 dossiers sur le lit. Par-dessus, je poserai mon alliance. C'est tout. Pas de mots. Pas de messages dramatiques. Que les documents parlent d'eux-mêmes. Ensuite, je descendrai, je m'assierai au bar de l'hôtel, et j'attendrai. Une fois que je verrai qu'elle est revenue dans la chambre, Oise m'aiderait pour ça, j'enverrai un message groupé. À Élodie et Antoine. À ce stade, je savais déjà qui était Antoine. C'était son nouveau collègue. Marié, 3 enfants. Il était même venu chez nous une fois avec sa femme et ses gosses. J'avais déjà préparé le message. Il disait, simplement. Vous vous méritez l'un l'autre. J'espère que ça en valait la peine. Pas de cris. Pas de menaces. Juste la vérité, en haute définition et en couleur. Peut-être que c'était mesquin. Peut-être que c'était extrême. Mais après 17 ans à être le gentil, j'en avais besoin. Pas pour me venger. Pour clore. Pour moi. Pour savoir que je n'avais pas juste accepté. Je voulais qu'il ressente ce que j'avais ressenti. J'ai mis les dossiers dans mon bagage à main, vérifié que j'avais ma carte d'identité, et revérifié l'heure du vol. Tout était en route. Le piège était tendu. Élodie est rentrée ce dimanche soir comme si de rien n'était. J'ai entendu sa voiture dans l'allée pendant que j'étais dans la cuisine, fixant le plan de travail. J'étais là depuis 20 minutes, sans rien faire. Juste à essayer d'ordonner mes pensées. J'avais répété dans ma tête une 12aine de fois ce que je voulais dire. Rien ne tenait. Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, mon estomac s'est noué comme un bretzel. Elle est entrée en souriant. « Salut chérie », a-t-elle dit comme d'habitude, jetant son sac sur le banc près de l'escalier. J'ai pris des trucs à grignoter pour le voyage. « Tu veux quelque chose ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu qu'elle entre dans la cuisine, où j'étais toujours appuyé sur le plan de travail. J'avais les dossiers sur la table derrière moi, 3 gros classeurs noirs, chacun rempli d'impressions couleur des messages que j'avais trouvés. Toute sa double vie en piles bien rangées. Elle est entrée, a commencé à fouiller dans le frigo, toujours l'air détendu. Je pense partir tôt demain. La météo va être pourrie dans la matinée. C'est là que j'ai parlé. Aussi calmement que possible. Je n'ai pas tenu et j'ai abandonné mon plan. J'ai craqué trop vite. Je ne pouvais pas tout garder pour moi. Pourquoi y a un appareil connecté Bluetooth dans tes bagages? Elle s'est figée. Complètement figée. Là maintenant une bouteille de jus d'orange, les yeux fixés sur la porte du frigo. Elle a tourné la tête lentement, comme si elle pensait avoir mal entendu. « Quoi » a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai répété la question. Plus lentement. Même ton. T'as mis un jouet Bluetooth dans tes affaires. Pourquoi? Son langage corporel a changé d'un coup. Ses épaules se sont affaissées. Elle est devenue pâle. Elle a fermé le frigo et s'est appuyée contre le plan de travail, comme étourdie. Puis les bafouillages ont commencé. C'est pas, je veux dire, c'est pas ce que tu crois. C'est tout ce qu'elle a réussi à dire avant que les larmes ne coulent. Pas des larmes discrètes. C'était comme une fuite qu'elle ne pouvait pas colmater. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié. J'ai juste pointé la table derrière moi. J'ai tout imprimé, ai-je dit. Elle s'est tournée et a vu les dossiers. J'ai vu l'impact, la couleur a quitté son visage, comme si quelqu'un avait éteint la lumière derrière ses yeux. Elle n'a pas demandé ce qu'il y avait dedans. Elle savait. Elle s'est approchée et a ouvert un dossier. A vu les pages. A lu quelques lignes. Ses jambes ont lâché,
et elle s'est assise lourdement sur une chaise de la cuisine. Elle a couvert sa bouche avec ses mains et secoué la tête encore et encore. C'était pas sérieux, répétait-elle. C'était pas réel. C'était juste un moyen de ressentir autre chose. Une évasion. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Elle a continué, expliquant comment ça avait commencé, comment elle n'avait pas voulu que ça aille si loin, comment elle s'était perdue là-dedans, comment ça la faisait se sentir jeune à nouveau, peu importe ce que ça voulait dire. Elle disait qu'elle était confuse. Que Antoine disait les bonnes choses. Qu'il la comprenait. Que c'était excitant. Puis est venue la supplication. S'il te plaît, a-t-elle dit, ne dis rien à Claire. Je l'ai regardée, toujours calme. Donc, c'est ok de me mentir pendant 1 an et demi, mais dès qu'il s'agit du confort de quelqu'un d'autre, là tu t'inquiètes? Elle a essayé de dire quelque chose, mais a abandonné. Elle est restée là, tremblante, essuyant ses yeux avec la manche de son pull. Je suis passé devant elle, j'ai pris mon téléphone sur le plan de travail, et je suis allé dans le salon. Je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert le message que j'avais déjà préparé pour Claire Dubois, la femme d'Antoine. Le message disait: Bonjour Claire. Je suis désolé d'être celui qui vous annonce ça, mais je pense que vous méritez de savoir. Votre mari et ma femme ont une liaison depuis un moment. J'ai joint des copies de leurs messages, y compris des photos. Je ne veux pas vous faire de mal, je pensais juste que vous deviez voir la vérité. J'ai appuyé sur envoyer. Je ne me sentais ni fier ni vengé. Je me sentais vide. De la cuisine, j'ai entendu Élodie octer quand son téléphone a vibré. Elle a dû comprendre ce que j'avais fait. Puis sont venus les cris. Tu as ruiné ma vie. A-t-elle hurlé depuis le couloir. T'avais pas le droit de faire ça. Je me suis levé et je suis retourné dans la cuisine. Elle était debout, le visage rouge, tremblante. J'ai ruiné ta vie? Ai-je demandé. Je ne t'ai pas menti pendant 1 an. Je n'ai pas agi en cachette. Je n'ai pas parlé de toi dans ton dos ou entraîné quelqu'un d'autre dans notre mariage. Elle a crié en retour. A dit que j'étais trop dramatique. Que je ne comprenais pas à quel point elle s'était sentie seule. Tu aurais pu me parler, ai-je dit. Comme avant. T'as choisi de te cacher. Elle n'a pas répondu. Elle a juste continué à pleurer et à marmonner comme si elle n'arrivait pas à croire que ça arrivait. Je n'ai pas haussé le ton une seule fois. Pas parce que je suis un saint. J'étais juste épuisé. Toute ma colère s'était déjà consumée. Tout ce qu'il me restait, c'était une sorte de calme étrange, comme si je regardais un feu de l'autre côté de la rue. Je lui ai dit que j'en avais fini pour ce soir et je suis monté à l'étage. Elle ne m'a pas suivi. Les jours qui ont suivi ont été les pires de ma vie. Le temps devenait glissant. Les matins et les nuits se mélangeaient comme de l'eau sale dans un évier. Je restais assis des heures dans un fauteuil sans m'en rendre compte. Mon téléphone vibrait, je ne vérifiais même pas. J'ai arrêté de me raser. Je mangeais à peine. Quand je le faisais, c'était ce que je pouvais passer au micro-ondes sans réfléchir. Je n'avais pas faim, mais je me sentais vide tout le temps. J'étais en colère. Pas une colère bruyante, à tout casser. Le genre silencieux qui s'assoit sur votre poitrine comme une pile de briques. J'avais des éclairs de rage quand je passais devant une photo de nous sur le mur ou que je voyais un de ses pulls accroché à la poignée de la porte. Je repensais à ce qu'elle avait dit que c'était, juste une évasion. Comme si ça rendait les choses moins réelles. Moins douloureuses. Comme si arracher le toit de notre mariage pouvait être excusé par un besoin de se sentir vivante. Je fonctionnais à peine. Mes collègues l'ont remarqué. L'un d'eux m'a demandé si j'étais malade. J'ai dit que j'avais chopé un truc qui traînait. En vérité, je pensais à démissionner. Je bosse dans un endroit où tout va vite, où les gens comptent sur vous pour être à 100%. Je n'arrivais même pas à penser au-delà du déjeuner. Répondre à des emails ou donner des mises à jour sur des projets, c'était comme essayer de déplacer des rochers avec une truelle de jardin. J'ai commencé à boire plus que je n'aurais dû. Du cognac, surtout. Un verre devenait 2. Puis 4. Je me disais que j'avais juste besoin d'adoucir les angles, mais les angles étaient partout. Je me réveillais avec l'impression que ma tête avait été fracturée, encore dans les vêtements de la veille, sans savoir où les heures étaient passées. C'était grave. Vraiment grave. Mais une chose me hantait. Les filles d'Élodie.
Je les ai rencontrées quand elles étaient petites. Camille avait 6 ans, et Léa 11. Je me souviens encore de la première fois où je les ai aidées avec leurs devoirs à la table de la cuisine. Avec le temps, elles sont devenues des femmes intelligentes, gentilles, capables. J'étais là pour leurs anniversaires, leurs chagrins d'amour, leurs fractures, leurs visites d'université. J'ai appris à l'une à conduire et à l'autre à faire un nœud de cravate pour son premier entretien d'embauche. Elles n'étaient pas de mon sang, mais elles étaient miennes à tous les égards qui comptaient. Maintenant, elles étaient adultes 28 et 23 ans. Camille terminait encore ses études à l'université de Bordeaux, prenant plus de temps que prévu à cause de la pandémie et de quelques contretemps. Léa avait déménagé il y a 2 ans et travaillait à Toulouse, à 3 heures de route. Elles vivaient ensemble. On n'avait pas parlé depuis que tout ça avait commencé. Je n'arrêtais pas de penser à elles. À ce qu'elles diraient si elles apprenaient. À comment ça déchirerait tout ce qu'elles croyaient sur notre famille. Et si je les perdais, elles aussi. J'ai décidé d'aller les voir. Pas de texto, pas d'avertissement. Je suis monté dans mon camion un dimanche matin tôt, avec 2 cafés de station-service et l'estomac noué par les nerfs. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Je savais juste que je devais le faire en face. Elles partageaient un appartement dans une rue calme, rien d'extravagant. J'ai apporté le petit déjeuner et des croissants, du bon café, celui qu'elles aimaient, et quand Léa a ouvert la porte, elle a souri, perplexe. « Papa » a-t-elle dit, clignant des yeux. Ce mot m'a frappé plus fort que tout ce qu'Élodie avait pu dire. Je me suis assis à leur table de cuisine, et elles se sont installées en face, Camille frottant ses yeux, encore en pyjama. Je n'ai rien enrobé. Je leur ai tout raconté. Le message. Les dossiers. L'hôtel. Antoine. Tout. Au début, elles n'ont rien dit. Léa fixait la table. La mâchoire de Camille s'est décrochée. Quand j'ai fini, le silence s'est installé. Puis Camille a commencé à pleurer. Elle a couvert son visage et a dit « Je n'arrive pas à croire que maman t'ait fait ça ». Léa n'a pas pleuré. Elle a serré la mâchoire comme si elle retenait tout par la force. Après une longue pause, elle a fini par dire « Tu ne mérites pas ça ». Je leur ai dit que je ne cherchais pas à les faire choisir un camp. Qu'elles étaient adultes, et que leur relation avec leur mère, à l'avenir, c'était leur choix. Mais je voulais qu'elles entendent la vérité de ma bouche avant que quelqu'un d'autre ne la leur dise. Et je leur ai dit que si elles ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi après ça, je comprendrais. Ça ferait mal, mais je comprendrais. Elles ont toutes les deux secoué la tête. « On t'aime » a dit Camille à travers ses larmes. « Tu nous as élevés. » Léa a hoché la tête. « Tu ne vas nulle part. Pas sauf si tu le veux. » Ça m'a presque brisé à nouveau. Je suis resté un moment avec elles, buvant du café et les écoutant vider leur sac. On a ri un peu aussi et des rires fatigués, comme des gens qui ont survécu à une tempête ensemble. Ce n'était pas normal. Mais ça ressemblait à une famille. Quand je suis parti, j'ai pleuré tout le long du trajet de retour. C'était la première fois que je me laissais pleurer depuis le début. Mais la vie a continué et apporté de nouvelles surprises. Ça a commencé avec Élodie qui faisait comme si rien ne s'était passé. Elle a commencé à rentrer tôt du travail. À refaire la cuisine. Elle mettait de la musique dans la cuisine, comme avant. Dressait la table. Allumait des bougies. Elle souriait plus, mais c'était le genre de sourire qu'on affiche quand on sait qu'on est observé. Chaque mouvement semblait calculé. Comme si elle essayait d'effacer ce qui s'était passé avec une liste de tâches et quelques gratins. Au début, je l'ai ignoré. Je gardais la tête baissée et faisais de mon mieux pour rester civil. Je ne disais pas grand-chose. Je grognais plus que je ne parlais. Mais à l'intérieur, j'étais une cocotte minute avec le couvercle maintenu par une main fatiguée. Un soir, environ une semaine après que je l'ai confrontée, je suis rentré d'une longue marche dans le quartier. J'avais besoin d'air et d'espace. Mes jambes étaient lourdes, et je voulais juste prendre une bière, m'asseoir et fixer le mur. Quand j'ai ouvert la porte, les lumières étaient tamisées. Des bougies sur la commode. De la musique jouait doucement depuis son téléphone. Elle m'attendait dans notre chambre. Elle n'a rien dit. Elle se tenait là, complètement exposée, comme une vitrine. Ses yeux étaient écarquillés, sa bouche tremblait comme si elle retenait un discours mal répété. « Tu me manques » a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je suis resté dans l'embrasure,
agrippant le cadre de la porte. J'étais fatigué. Mon cœur était fatigué. Mon âme semblait essorée et laissée à sécher sur un fil rouillé. Elle s'est approchée lentement et a répété « Tu me manques. Nous me manquons. » Je n'ai toujours pas répondu. C'est là que j'ai sorti mon téléphone de ma poche et que j'ai appuyé sur enregistrer. « Redis-le » lui ai-je dit. Elle a hésité. « Redis tout ce que tu viens de dire. Regarde la caméra. » Elle n'a pas discuté. Elle a baissé les yeux, a dégluti difficilement, puis a regardé l'objectif. « Tu me manques. J'ai fait une erreur. Je te veux. Je veux me rapprocher de toi à nouveau. Je veux réparer. » C'était assez. J'ai arrêté l'enregistrement et posé le téléphone sur la table de chevet. Ce qui a suivi n'avait rien à voir avec l'amour. Ni avec la réconciliation. C'était une question de pouvoir. Ou peut-être de douleur. Je ne sais même pas quel mot convient. J'ai agi comme un homme en démolition, pas en reconstruction. Rien n'était doux. Rien n'était gentil. Elle ne s'est pas opposée. On aurait même dit qu'elle voulait que je sois cruel. Peut-être qu'elle pensait que ça réinitialiserait les choses. Peut-être qu'elle pensait que si je laissais sortir ma colère comme ça, je lui pardonnerais. Mais le pardon n'était pas en moi. Après, je me suis assis au bord du lit. Mes mains étaient serrées. Ma mâchoire me faisait mal à force de grincer des dents. Je fixais le mur et écoutais sa respiration rapide, irrégulière. Elle a murmuré quelque chose. Je n'ai pas entendu. Je m'en fichais. Je me suis levé, j'ai enfilé mes vêtements et je suis sorti de la pièce. Je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un verre, et je me suis assis dans le noir. Je ne me sentais pas mieux. Je me sentais pire. Ce n'était pas juste que je l'avais utilisé. C'était que je m'étais utilisé moi-même. J'avais franchi une ligne que je ne savais même pas avoir. Une partie de moi voulait lui faire mal, pas avec des mots, des points ou de la cruauté, mais avec quelque chose de plus profond ou de l'indifférence, du détachement. Le genre de froideur dont on ne se remet pas. Je me sentais sale. Pas physiquement, mais comme si j'avais laissé la pire partie de moi prendre le volant. Et ce qui me faisait le plus peur, c'était à quel point c'était facile. Cette nuit-là, je n'ai presque pas bougé du canapé. J'ai dû rester là des heures. Mon verre est resté intact. Je fixais la porte d'entrée comme si j'attendais que quelqu'un frappe et me dise quoi faire ensuite. Elle n'est jamais sortie de la chambre. Peut-être qu'elle attendait que je dise quelque chose. Peut-être qu'elle avait peur de parler. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai juste fermé les yeux et dérivé dans un état étrange où la pièce ne changeait pas, mais où tout en moi continuait de s'enfoncer. Le lendemain matin, elle agissait comme si on était sur la bonne voie. Elle a fait du café. Affiché une expression douce. M'a demandé si je voulais du pain grillé. Comme si la nuit précédente avait été une sorte de percée. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête une fois et je me suis assis à la table pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine comme si on formait à nouveau une équipe. Mais je ne ressentais rien. Ni haine. Ni chaleur. Ni même du ressentiment. Juste ce brouillard. Ce brouillard épais, gris, qui collait à tout et émoussait chaque contour. Elle pensait que ce qui s'était passé signifiait du progrès. Je savais que ça signifiait qu'on avait atteint un nouveau bas. Et le pire, c'est que je l'avais laissé faire. Je l'avais laissé transformer notre maison en champ de bataille et j'y avais participé, volontairement, comme si je ne savais pas faire mieux. C'est là que j'ai réalisé que je n'essayais plus de sauver quoi que ce soit. Je ne voulais simplement pas me sentir faible. Je voulais quelque chose, n'importe quoi, pour me faire sentir que j'avais encore le contrôle. Mais le contrôle sans but, c'est juste du chaos. Et c'est ce que j'avais maintenant. Une maison pleine de silence. Un cœur plein de bruit. Et une ligne entre nous qu'aucune bougie ni excuse murmurée ne pourrait jamais effacer. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout s'effondre de son côté. Environ une semaine après que j'ai tout envoyé à Claire, Elodie m'a appelé pendant que j'étais à la quincaillerie pour acheter des cartons. Sa voix était faible, tremblante, le genre de ton qu'on a après avoir déjà pleuré et qu'il ne reste plus grand-chose. « Ils m'ont viré », a-t-elle dit. « Les RH m'ont convoqué ce matin. » Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai attendu. « Ils avaient une transcription imprimée », a-t-elle ajouté.
Tout ce qu'on a envoyé depuis les téléphones de l'entreprise. Tout. Je n'ai toujours rien dit. Ils ont dit que j'avais violé la politique de communication et mis en danger les données des clients. Ils ne m'ont même pas laissé vider mon bureau. J'ai entendu sa respiration se bloquer. Puis les pleurs ont repris. J'ai tout perdu, a-t-elle dit. Tout. Ce mot « tout » m'a frappé de travers. Comme si elle pensait être la seule à avoir perdu quelque chose. Comme si elle n'avait pas détruit ce qu'on avait construit. Comme si ce n'était pas un désastre qu'elle avait laissé s'installer, choix après choix. Elle m'a demandé si c'était moi qui avais envoyé les documents. Je n'ai pas menti. Oui, ai-je dit. Tu as utilisé un téléphone de l'entreprise. Tu as parlé de clients. Tu as fait ton lit. Elle n'a pas crié. N'a pas accusé. Elle a juste pleuré plus fort. J'ai appris plus tard qu'Antoine avait été viré aussi. Même raison, communication inappropriée, usage abusif du matériel, violation de la confidentialité. Il avait déjà été averti, apparemment. Je suppose que ça a fait pencher la balance. Élodie m'a dit qu'elle avait essayé de l'appeler après et qu'il n'avait pas répondu. Elle lui a envoyé des messages. Pas de réponse. Je n'ai pas posé plus de questions. Elle faisait les 100 pas dans la maison ce jour-là. Demandait sans cesse si on pouvait parler. Disait qu'elle voulait expliquer comment elle en était arrivée là, pourquoi elle avait fait ça, comment elle pensait que ça ne déraperait pas. Je répondais à peine. Juste des réponses courtes, calmes. Plus je restais impassible, plus elle se désintégrait. À un moment, elle s'est plantée devant la cheminée et a dit « Je t'aime ». Vraiment. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit « Je ne te crois pas ». Ça l'a frappée plus fort que n'importe quel cri. Elle a continué à essayer de réparer. Elle faisait les corvées que je gérais d'habitude. À laver mon camion sans me le demander. À plier mes vêtements. À acheter ma bière préférée. À laisser des post-it sur le miroir, comme au début de notre relation. Je crois en nous. Ne m'abandonne pas. Mais je ne voulais pas de message. Je voulais la paix. Un soir, alors qu'on était assis à chaque extrémité du canapé, elle s'est tournée et a posé une question que je n'oublierai jamais. Et si on ouvrait notre couple? Tu pourrais faire ce que tu veux, être avec qui tu veux. Je ne t'arrêterai pas. Peut-être que ça pourrait nous aider à guérir. Je l'ai fixée pendant 10 bonnes secondes, m'assurant qu'elle était sérieuse. Puis j'ai ri. Pas un rire amusé. Le genre froid. Le genre de rire qui sort sans permission quand on est tellement au-delà de tout que ça résonne tout seul. Elle n'a pas ri avec moi. Elle m'a juste fixé, les yeux écarquillés, comme si je l'avais giflé sans bouger. Elle a dit que c'était juste. Qu'elle le méritait peut-être. Que si je trouvais quelqu'un d'autre, je reviendrais peut-être vers elle avec un regard neuf. J'ai secoué la tête. Tu ne comprends toujours pas, ai-je dit. Je ne cherche pas à te remplacer. J'essaie de te survivre. Ce fut notre dernière vraie conversation pendant un moment. Après ça, elle a moins essayé. Elle est devenue plus silencieuse. Son énergie s'est flétrie comme une plante laissée dans le noir. Je pense que le silence l'a plus atteinte que tout le reste. Je ne criais pas. Je ne claquais pas les portes. Je ne lui donnais même pas la mauvaise version de moi. Je partais. J'ai commencé à emballer mes affaires. Lentement au début. Juste une boîte par-ci, par-là. Mes outils. Mes livres. Des dossiers. Des petites choses qui faisaient que c'était chez moi. J'ai aussi donné ma démission au travail. Je n'ai pas tout raconté à mon patron, juste dit que je traversais une situation personnelle et que j'avais besoin de prendre du recul. J'ai donné un préavis de 6 semaines par respect. J'étais là depuis longtemps. Ils m'avaient bien traité. Je ne voulais pas les laisser dans le pétrin, mais je savais aussi que je ne pouvais pas continuer à faire le boulot correctement avec la tête en vrac comme ça. Je leur ai dit que j'aiderais avec la transition. Former qui il faudrait. Après ça, je partais. En empilant les cartons dans le garage, Élodie passait parfois à côté, silencieuse comme une souris. Elle ne demandait pas où j'allais. Je pense qu'elle savait qu'il valait mieux ne pas poser la question. Ce n'était pas une question de destination et je ne pouvais tout simplement pas rester. Chaque coin de cette maison semblait abriter un fantôme. La chambre. La cuisine. Même le couloir.
Il y avait trop d'histoires là-dedans, et pas le genre que je voulais me rappeler. J'avais besoin de sortir. Pas pour me venger. Pas pour le drame. Juste pour respirer à nouveau. Quelque part où la voix d'Élodie ne pourrait pas m'atteindre. Quelque part où je pourrais ouvrir une fenêtre sans me demander à qui elle murmurait dans mon dos. Un matin, quelques jours avant mon départ prévu, Élodie est entrée dans le salon avec les yeux rouges et un carnet à la main. C'était une sorte de journal. Elle avait écrit des listes, des pensées, peut-être une lettre d'excuse. Elle n'a rien dit au début, elle l'a juste tendu comme une offrande de paix. Je ne l'ai pas pris. Elle s'est assise sur le bord de la table basse, les mains tremblantes, et m'a redemandé ce qu'elle pouvait faire pour réparer les choses. Ce n'était pas la première fois qu'elle posait la question, mais cette fois, elle semblait épuisée. Pas à cause du travail ou des pleurs, mais de garder l'espoir que quelque chose pouvait encore être sauvé. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit, rien. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse même si je l'avais déjà donnée 100 fois de 100 façons différentes. Tu l'as jeté, ai-je dit. Ma confiance, mes rêves, tout ce que je croyais sur toi et sur nous. Elle a ouvert la bouche comme pour argumenter, mais j'ai continué. La seule façon dont je peux encore être dans la même pièce que toi, c'est si j'arrête de te voir comme la femme que j'ai épousée. Je ne vois plus une partenaire. Je vois quelqu'un qui a brisé quelque chose de sacré et qui est parti comme si ça n'avait pas d'importance. Elle a commencé à pleurer, doucement. Elle ne m'a pas interrompu cette fois. Peut-être qu'elle a enfin réalisé qu'il n'y avait plus de discours à tenir. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'on partageait encore la maison. Certaines nuits étaient calmes. D'autres non. Mais il n'y avait ni chaleur ni joie, juste cette tension étrange, comme si on était deux étrangers jouant des rôles dont on ne se souvenait pas avoir auditionné. J'ai laissé les choses aller trop loin certaines de ces nuits. J'ai laissé ma colère prendre le volant. Il y a eu des moments où je l'ai traitée comme un objet, pas une personne. Sans affection. Sans douceur. Juste du contrôle. Elle ne s'est pas opposée. Peut-être qu'elle pensait le mériter. Peut-être que je le pensais aussi. Mais après, je me sentais toujours pire. Assis dans le noir, fixant le plafond, me demandant comment j'étais devenu cette version de moi-même. Comment j'étais passé d'un homme qui organisait des pique-niques surprises et lui tenait la main au cinéma à quelqu'un qui pouvait à peine regarder son visage sans sentir de l'amertume dans la gorge. Je savais que ça ne pouvait pas continuer. Ce n'était pas juste toxique. C'était destructeur. Pour nous deux. J'ai arrêté d'interagir. J'ai accéléré l'emballage. J'ai appelé le camion de déménagement. J'ai finalisé ma démission. J'ai commencé à postuler pour des jobs à l'ouest, Nantes, La Rochelle, même Brest. Quelque part loin. Quelque part où mes souvenirs ne me suivraient pas à chaque feu rouge. Je me suis assis avec mes parents et leur ai raconté ce qui se passait. Mon père a juste hoché la tête. Ma mère a un peu pleuré. Ils avaient toujours eu des réserves sur Élodie. Pas parce qu'elle était divorcée ou avait des enfants, ça ne les avait jamais dérangés. C'était autre chose. Ma mère m'avait dit un jour, cette fille a un mur en elle. Assure-toi juste qu'elle ne le construise pas entre vous. Il s'avère qu'elle l'a fait. Et je ne l'ai pas vu s'élever avant qu'il ne soit trop haut pour l'escalader. J'ai parlé à un thérapeute. La première séance était gênante. Je ne savais pas quoi dire. Je suis juste resté assis là à lui dire que je ne me reconnaissais plus. Que j'avais passé 17 ans à être un certain type d'homme, et qu'en 2 mois, j'étais devenu un étranger dans ma propre peau. Il a écouté. N'a pas donné de conseils faciles ou de mots à la mode. Il m'a juste dit que ça prendrait du temps. Que la version de moi qui existait avant tout ça n'était pas partie, juste enfouie sous un glissement de terrain. Je devais la déterrer. J'ai prévu des séances pour l'année prochaine. Pas pour Élodie. Pas pour réparer quoi que ce soit entre nous. Juste pour moi. Parce que j'ai besoin de comprendre comment reconstruire sans elle. Sans amertume. Sans rage. Juste, la paix. Elle me demande encore parfois si je vais vraiment partir. Comme si elle pensait que je changerais d'avis à la dernière seconde. Que je la verrais pleurer dans l'embrasure de la porte et que je resterais. Mais je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Cette ville est pleine de mines maintenant. Notre brasserie préférée. Le parc où on se promenait. La quincaillerie où on choisissait des échantillons de peinture.
Chaque endroit me rappelle quelque chose que je voudrais oublier. Le matin de mon départ, j'ai fait un dernier tour de la maison. J'ai touché les poignées de porte. Regardez les trous dans les murs où nos photos étaient accrochées. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais non. Elle se tenait dans l'allée quand j'ai démarré, les bras croisés, les lèvres serrées comme si elle retenait une tempête. Je n'ai pas fait de signe. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste conduit. Et pour la première fois en des mois, j'ai ressenti quelque chose proche du silence à l'intérieur. Pas de clôture. Pas de revanche. Juste le début tranquille de ce qui vient ensuite. Partagez votre avis dans les commentaires. Êtes-vous déjà resté dans une relation longtemps après avoir perdu confiance? Qu'est-ce qui vous a poussé à rester? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.